Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre invitation. Je suis ravi de venir échanger sur ces enjeux qui me paraissent fondamentaux avec vous ici en Loire-Atlantique, c'est-à-dire à la position avancée de ce débat et sans doute de ce combat. Dans un moment, je crois, particulier, on y reviendra peut-être plus tard dans nos échanges, mais le jalon de 1984 a été évoqué et je considère pour ma part que ce cycle, cette longue période, quarantaine d'années, est en train de se clore. Et que la question de l'école privée, de son financement, de son contrôle, le débat politique et public sur l'école privée est à nouveau possible. Pendant 40 ans, il ne l'a pas été. Pendant 40 ans, il a été empêché par tous ceux qui nous auraient accusés, s'ils étaient là, de vouloir ensemble rouvrir une guerre scolaire dont je pense, nous savons que si elle est menée dans notre pays, elle l'est contre l'école publique, bien davantage contre l'école privée. Alors je vais rapidement essayer de revenir sur les conclusions de la mission d'information parlementaire que j'ai conduite en 2024 avec un député Renaissance, Christopher Weisberg, sur le financement public des établissements privés et vous décrire un système qui a 65 ans d'existence, même s'il a été à mesure du temps enrichi par une succession de lois et d'évolutions législatives, un système obsolète, mais qui, selon moi, selon nous, a trois grandes caractéristiques. Un, il est d'une très grande opacité. 2, il est aujourd'hui absolument hors de tout contrôle. Et 3, il évolue, à mon sens, aux marges du cadre légal. Alors d'abord, il est opaque, ce système de financement public, puisque ça a été une découverte pour moi. Aucune administration en France n'est capable de chiffrer, à l'euro près, le montant de l'ensemble des dépenses publiques, celles de l'État, celles des collectivités territoriales, obligatoires et facultatives, versées chaque année aux établissements privés sous contrat. C'est que notre pays est capable, dans bien d'autres domaines, de fournir ce type de montant. Si j'avais posé à la Cour des comptes la question de savoir combien les départements versent de RSA chaque année, on m'aurait probablement répondu très précisément en me fournissant déjà les différents scénarios permettant de diminuer d'ailleurs probablement le montant de cette dépense. Alors, en matière d'argent public pour l'école privée, ce chiffre n'existe pas. Il n'existe pas à la Cour des comptes. Il n'existe pas à l'Association des régions de France, des départements de France, à l'AMF, qui chacun à leur niveau contribue. Il n'existe pas, et cette opacité, elle est politiquement construite, puisqu'aucune consigne, aucune norme, aucune nomenclature ne permet de fournir cette donnée. À la fin de nos travaux, nous avons estimé, c'est une estimation, qu'en total évoluait quelque part entre 12 et 15 milliards d'euros chaque année. C'est donc un montant absolument considérable, même si vous voyez que l'épaisseur du trait est aussi très très large, plusieurs milliards d'euros, car nous avons découvert que beaucoup de dépenses publiques sont parfois sous-estimées, notamment celles des collectivités. L'obligation scolaire à 3 ans, après la loi Blanquer par exemple, elle est à peine calculée, mesurée, en tout cas comme conséquence pour les finances des communes. Et quand on regarde du côté des collectivités territoriales, des départements et des régions qui peuvent, dans le cadre de la loi Fallou et de ce qui a été rappelé, subventionner à l'investissement certaines dépenses, là, il y a des travaux journalistiques, Mediapart, la Gazette des communes, qui nous donne des ordres de grandeur, à peu près 1 milliard d'euros versés par exemple par les régions depuis 5 ou 6 années, mais nous ne disposons pas de mesures très précises. Cette dépense, elle est sous-évaluée et il y a des dépenses qui ne sont jamais intégrées au montant total. Je vous donne un exemple, ce qu'on appelle les frais administratifs. Dans les rectorats, il y a des fonctionnaires d'État qui assurent le suivi de la carrière des personnels des établissements privés sous contrat, qui font des fiches de paie, etc., etc. Eh bien, ces dépenses de frais administratifs, nous les avons évaluées à 800 millions d'euros chaque année. C'est une somme qui est considérable, mais qui n'est jamais intégrée aux montants qui sont présentés et qui donc échappent le plus souvent aux estimations d'ordre général. Ce que je peux vous dire et que je peux affirmer, c'est que ces dépenses publiques, ces dernières années, ont cru dans des proportions absolument considérables. Le programme 139 du budget de l'État, celui qui finance les dépenses de l'État pour les établissements privés sous contrat, il a augmenté de 24% ces 10 dernières années. Et dans certaines collectivités, je pense que vous aurez des ordres de grandeur ici, et notamment pour la région, mais je suis conseiller régional d'Île-de-France par ailleurs. Valérie Pécresse, depuis son arrivée à la tête de la région d'Île-de-France, en 2016,
a fait augmenter les dépenses facultatives de la région pour les lycées privés franciliens de 450%. Vous êtes nantais ou de la Loire-Atlantique, et si je vous demande quel est le lycée francilien qui reçoit le montant le plus important de cette dépense, vous allez pouvoir me répondre que c'est le lycée Stanislas, exactement. C'est le lycée Stanislas qui reçoit la proportion la plus grande de ces fonds publics, au point que notre pays, la France, est une exception à l'échelle mondiale, et dans les pays de l'OCDE. La France, avec le Chili post-Pinochet, est le seul pays du monde à consacrer autant de fonds publics à l'école privée sous contrat. 75% en moyenne du budget de cet établissement vient de fonds publics, en échange d'aussi peu de contreparties publiques d'intérêt général. Elles sont au nombre de 3 dans la loi Debré. C'est un modèle absolument exceptionnel. Dans d'autres pays où le financement public est massif, comme en Belgique, les établissements privés qu'on pourrait qualifier de sous-contrat sont par exemple astreints à la carte scolaire. La France, de ce point de vue-là, est vraiment une exception. Système donc opaque. Système de financement, c'est la deuxième grande constatation qui est aujourd'hui absolument hors de tout contrôle. Puisque jusqu'à très récemment, le contrôle financier de ces établissements, qui est prévu dans le Code de l'éducation, était mené au rythme d'une fois tous les 1500 ans. Ce qui laissait des perspectives pour ceux qui se trouvent à la tête des OGEC, des organismes de gestion de ces établissements. Contrôle opéré une fois tous les 1500 ans, autant dire qu'il ne l'est jamais. Et dans ce paysage où 7500 établissements privés sous contrat qui reçoivent 12 à 15 milliards d'euros de fonds publics chaque année ne sont pas contrôlés, nous avons documenté qu'un certain nombre de mécanismes de détournement de fonds publics sont possibles. Nous les avons documentés, nous en avons décrit 4 dans notre rapport. Je vous donne un exemple. La possibilité de déclarer une heure de cours, c'est 55 minutes, mais de ne réaliser en vérité que 50 minutes de cours, ce qui permet de dégager 5 minutes sur chaque heure, qui, ramené au service d'un enseignant, permet d'assurer 1h30 à 2 heures d'enseignement financé sur fonds publics, mais pourtant sans que, en principe, ce financement ne conduise à, par exemple, proposer une option qui va donner plus d'attractivité encore à cet établissement dans une logique concurrentielle et de logique de marché que vous connaissez parfaitement. Nous ne sommes pas en capacité de mesurer le montant total de ces détournements possibles, parce que nous n'avions pas les moyens de le faire, mais je peux vous dire que ces mécanismes existent, qu'ils nous ont été décrits par des responsables de direction départementale des finances publiques, par des chefs d'établissement, des syndicats de personnel qui nous ont montré comment les fonds publics, ceux que chacun ici dans cette salle verse à l'État, peuvent être détournés par de nombreux mécanismes. Pas de contrôle, dès lors des détournements possibles, et un système de financement en particulier qui est fondé sur le contrat, en particulier sur le contrat d'association, et un contrat qui aujourd'hui, dont on peut absolument s'interroger sur la nature de ce contrat. La Cour des comptes, dans un rapport rendu en 2023, nous indique que dans 21% des établissements privés sous contrat, dans un millier d'entre eux donc, le contrat a physiquement, matériellement disparu. Il n'existe plus. Personne n'est en capacité d'en présenter un exemplaire. Probablement dans des archives s'est-il perdu. Il n'a jamais été renouvelé alors que les textes prévoient que chaque année le préfet renouvelle le contrat d'association. Et pourtant, les financements, chaque année, continuent de tomber dans la caisse de l'établissement sans que personne ne s'interroge sur cette situation qui voit perdurer des financements sans que le document qui les fonde ne soit disponible et ne puisse être présenté. Un contrat introuvable et un contrat incassable. Puisque la loi Debré est en vigueur depuis maintenant 65 ans, il y a aujourd'hui 7500 établissements privés sous contrat, il y en avait plutôt 10 000 à cette époque-là, donc un nombre supérieur, et que sur cette période et dans un volume aussi vaste, je n'ai documenté avant les ruptures de contrats d'association, et si vous le voulez, nous y reviendrons parce qu'il est très important, je crois, de le faire, des lycées privés sous contrat rattachés au réseau musulman Averroès et Al-Kindi. Avant ces 2 cas de figure très récents et coup sur coup, je n'ai pu documenter qu'un cas de rupture de contrat d'association depuis 1959, dans un lycée du Sud-Ouest où on pratiquait les saluts nazis.
Sans doute que là, le motif était en effet fondé. Mais qu'est-ce que c'est qu'un contrat qui n'est jamais cassé quand nous pouvons constater que pendant 65 ans, il a perduré et qu'il n'a jamais été discuté. Le cas du lycée Stanislas que j'évoquais tout à l'heure, où un rapport de l'inspection générale a documenté le fait que cet établissement piétinait littéralement les 3 seules obligations que la loi Debré lui faisait, respecter la liberté de conscience des élèves, en tentant de les forcer à la confession catholique, appliquer les programmes tels que dispensés dans l'école publique, en ne le faisant pas pour certains aspects relevant du programme de sciences et vie de la Terre, en ne traitant pas de façon discriminatoire les élèves et les familles qui sollicitent l'entrée dans l'établissement. Ce lycée demandait aux familles de renseigner le fait de savoir si leurs enfants étaient baptisés au moment de la procédure d'inscription. Ce sont des éléments documentés par l'inspection générale. Pourtant, le contrat d'association de l'établissement Stanislas n'a jamais été rompu. Autre exemple, dans un contexte plus dramatique encore, l'établissement Betaram, dans lequel pendant des décennies, des crimes sexuels, physiques, des souffrances, des supplices atroces ont été infligés à des milliers d'élèves, et dans lequel jusqu'en 2024, des faits d'agression et de viol entre élèves ont été observés, n'a pas vu lui aussi son contrat d'association rompu. Je conclus en vous disant, et on m'invite à le faire, qu'aujourd'hui ce système de financement public évolue aux marges du cadre légal. La loi Debré, je veux y revenir, prévoit que le contrat soit passé et soit piloté dans un dialogue direct entre l'État et les établissements. Or, depuis la loi Debré, ont émergé des réseaux d'établissements privés sous contrat, au premier rang desquels le secrétariat général à l'enseignement catholique, qui sont devenus les interlocuteurs de l'État. Ils le sont à un rythme extrêmement fréquent. Le secrétariat général à l'enseignement catholique est reçu à peu près tous les mois au ministère de l'Éducation nationale, dans la plus parfaite opacité, dans des réunions qui conduisent à échanger de tout et à échanger notamment sur l'allocation des moyens publics, sur l'allocation des presque 9 milliards d'euros du programme 139 de l'État et sur leur répartition en grande masse dans les différents diocèses du territoire national. Cette situation, elle est absolument choquante, elle n'est prévue par aucun texte, elle se fait dans la coulisse, il n'en existe aucun compte-rendu disponible de ces échanges. Elle conduit au traitement discriminatoire des établissements privés sous contrat en fonction du réseau d'établissements auxquels ils se rattachent. Je veux rappeler que dans la loi, il n'existe que des établissements à caractère propre. Il n'y a pas d'établissements catholiques, protestants, musulmans, laïcs ou de langue régionale. Or, l'État en vient à confessionnaliser son rapport à ces établissements en fonction du réseau auquel ils sont rattachés, privilégiant les établissements se rattachant au réseau catholique. Et je termine. Cette situation conduit, selon moi, à mettre en cause l'article 2 de la loi 1905, puisqu'elle prévoit que l'État, en principe, ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte, et que le secrétaire général à l'enseignement catholique a ceci de très particulier, par distinction avec les autres têtes de réseau des différents réseaux d'enseignement, qu'il est, lui, nommé par la Conférence des évêques de France. Et qu'il a donc une autorité, une légitimité qui vient de l'autorité religieuse. Et il y a quelque chose là qui, pour moi, n'est pas acceptable, supportable, de voir l'État dialoguer régulièrement, affecter des fonds publics dans l'opacité, en dehors de tout texte, avec un représentant des évêques de France. Voilà donc cette situation, celle de 2025. Un système opaque, un système hors de contrôle, un système qui évolue aux marges de la légalité, et je conclus, un système, ça a été dit, mais je veux le dire, qui subventionne la ségrégation sociale et scolaire. Puisque tout ça, à la fin, subventionne un système dual qui conduit à, et c'est inédit dans notre pays, à ce que ces établissements privés sous contrat gavés d'argent public accueillent 3 fois moins d'élèves boursiers que les établissements publics, et à ce que ces 20 dernières années, la part des élèves issus des milieux les plus défavorisés est diminuée de 20 points, quand celle issue des milieux les plus favorisés est augmentée de 30 points. Tout ça sur fonds publics. Évidemment, il faut révolutionner ce système. Extrêmement riche et assez frappant, d'avoir mis en relief tous ces paradoxes. Selon l'enquête de l'IFOP qui a été réalisée à la demande du CNAL, qui a été publiée mercredi dernier, le 12, 81% des parents d'élèves estiment qu'il faut sanctionner les établissements par des pénalités en cas de non-respect des termes du contrat passé par l'État.
Alors, est-ce qu'on peut connaître quels sont ces principaux points de rupture, avec quelles conséquences et éventuellement comment y remédier? Merci. Je dirais qu'à travers cette question plus largement, c'est celle de savoir s'il existe des territoires perdus de la République. Si ces établissements scolaires privés sous contrat échappent aux lois de la République. Et bien souvent, lorsque l'on rencontre un directeur diocésain, un secrétaire général du SGEC, on a le sentiment chez eux, chez certains d'entre eux, qu'une seule loi s'applique à eux, la loi de Bré. Une loi que par ailleurs ils paraissent parfois méconnaître, comme si toutes les autres lois ne pouvaient trouver à s'appliquer dans ces établissements. Cette situation, je disais tout à l'heure, mon sentiment que nous en sortions, après 40 années durant lesquelles questionner un système de financement, questionner des contreparties, questionner la simple existence et le caractère massif de la présence de l'école privée dans notre pays, valait accusation en guerre scolaire, permettait de refermer immédiatement le débat, créait une sorte de censure et un climat d'omerta dont je veux dire qu'il a conduit, et là je veux pointer des responsabilités, y compris des responsabilités politiques, parce que l'empêchement à aborder ces enjeux-là tient beaucoup au rôle de certains dirigeants politiques, de la droite dans notre pays qui longtemps a voulu empêcher ce débat qui est un débat principiel, un débat de fond, qui est aussi un débat sur des enjeux de privilèges financiers et de maintien d'un certain nombre d'entre-soi et de conditions. Cette impossibilité de poser ces questions a conduit pendant des décennies à une absence totale de contrôle de ces établissements privés sous contrat. Tout à l'heure, j'évoquais le rythme des contrôles financiers, une fois tous les 1500 ans. Je veux maintenant évoquer ce qu'on appelle les contrôles administratifs de ces établissements, qui sont essentiels, transversaux, qui permettent de garantir notamment que les élèves sont scolarisés dans des conditions qui ne portent pas atteinte à leurs droits, à leur santé, à leur sécurité. De 2017 à 2023, à l'échelle du pays, 2 contrôles de ce type étaient réalisés chaque année. Nous sommes là sur un rythme d'une fois tous les 3000 ans, pour permettre que tous ces 7500 établissements soient visités. Et je veux dénoncer ce scandale absolu, qui tient à une résistance politique très forte, qui ensuite conduit les acteurs de l'éducation nationale, les recteurs, les inspecteurs d'académie, les inspecteurs sur le terrain, à s'auto-censurer, à s'inhiber, à ne pas mettre en œuvre les textes qui pourtant prévoient qu'ils aillent visiter ces établissements. Cette situation a mis en danger des dizaines de milliers d'enfants dans notre pays. Elle a conduit à ce que des milliers d'entre eux ne soient violés, ne soient affamés, ne soient torturés, ne soient frappés. Jusqu'à très récemment encore, avec ma collègue députée Renaissance Violette Spielbout, nous avons conduit une commission d'enquête sur cette question des violences, qui portait sur tous les établissements scolaires, mais qui nous a dirigés en particulier vers les établissements privés sous contrat, puisque 80 collectifs de victimes se sont constitués pendant les 4 mois de nos travaux. Il y en avait un au départ, celui de Betaram, il y en a 80 aujourd'hui. Ces faits qui nous sont rapportés chaque jour par des victimes qui nous écrivent à elles et à moi portent encore sur des situations contemporaines. Ces violences, ce sont aussi celles de notre présent. Elles ne renvoient pas à un lointain passé révolu. Je veux le dire parce que cette confrontation politique a conduit à mettre en danger tant d'enfants et à briser tant de vies, et j'ai rencontré tellement d'hommes en particulier qui ont maintenant un âge avancé, dont les vies entières ont été ravagées par ces violences. Elle me révolte, elle me scandalise, et elle dit de l'impunité. Vous me posez la question, qu'est-ce qui se passe quand on constate qu'il y a des contreparties qui ne sont pas respectées, des atteintes qui sont prononcées? Ben, malheureusement, je dois dire qu'il ne se passe rien. Qu'il ne s'est rien passé pendant si longtemps, qu'un Premier ministre est venu à l'Assemblée nationale proclamer devant tous les députés qu'il avait été parfaitement ignorant de violences qui se sont perpétrées dans l'établissement où ses enfants étaient scolarisés, où sa femme travaillait, situé dans sa circonscription, dans son canton, et qu'aujourd'hui, rien n'a été modifié, rien n'a été fondamentalement transformé. Alors, il y a un travail qui est engagé. Avec ma collègue, nous avons continué à travailler. Je pourrais peut-être l'évoquer dans le cadre de nos échanges. Mais je dois le dire,
il n'y a pas de conséquences aujourd'hui au non-respect de la loi Debré, au non-respect des droits des élèves. Le financement public est toujours assuré. Il n'y a pas entre la poursuite de ce financement et la rupture du contrat de sanctions intermédiaires que les différents textes prévoient, par exemple. Ce qui conduit souvent, enfin parfois, l'administration à être en difficulté puisqu'elle est confrontée au fond à une décision qui peut avoir des conséquences très grandes, celle de rompre le contrat, voire celle après la rupture du contrat, de fermer l'établissement. Car la question du hors-contrat se pose. Et la question des violences commises dans le hors-contrat est aussi un enjeu majeur. Je veux dire que cette situation, cette absence de contrôle, ce refus par l'État et par les autorités d'assumer leurs prérogatives et de faire appliquer la loi, elle se traduit aussi dans des aspects plus concrets peut-être. Mais il y a par exemple une obligation qui est faite aujourd'hui, et c'est très heureux, de vacciner les jeunes garçons aussi et les jeunes filles contre le papillomavirus. Les établissements publics mettent en œuvre cette campagne de vaccination qui protège contre des cancers qui peuvent avoir des conséquences bien sûr extrêmement graves. Eh bien, les établissements privés sous contrat, au gré du choix d'un directeur diocésain ou d'un directeur d'établissement, vont remettre en cause cette campagne de vaccination, mettant en question la santé, le droit à la santé d'élèves qui peuvent ainsi ne pas être couverts par ces campagnes de prévention. Vous dire par exemple que les règlements intérieurs ne sont pas obligatoires dans les établissements privés sous contrat et que les procédures disciplinaires qui, par exemple, permettent dans l'enseignement public à ce qu'un élève soit, y compris assisté par un avocat, dans un conseil de discipline, ces procédures disciplinaires sont au fond à discrétion du chef d'établissement dans les établissements privés sous contrat, pouvant conduire à des sanctions extrêmement fortes, jusqu'au renvoi d'élèves, et d'ailleurs souvent au renvoi d'élèves sur la base de critères scolaires. La performance scolaire de ces établissements étant souvent atteinte en se débarrassant des élèves qui ont des difficultés sur le plan éducatif. J'évoque ces aspects parce que pour moi, il renvoie aussi à une forme de violence, une violence qui s'exerce sur des enfants, sur des adolescents, sur des élèves, et au fond à des établissements qui n'assument pas la mission éducative que par ailleurs ils proclament relever en se disant composante, et c'est ce que les textes disent, du service public de l'éducation. Je crois, pour terminer, pour tenir dans notre temps, nous sommes à la croisée des chemins. Notre système éducatif est à la croisée des chemins et ou bien une école républicaine qui garantit l'égalité de traitement, des conditions d'apprentissage est reconstruite, ou bien nous allons vers une dislocation du cadre avec des ségrégations dans l'enseignement public et entre l'enseignement public et l'enseignement privé. Mais, vous l'évoquiez, nous sommes dans un moment où, du côté de l'enseignement catholique, il y a une volonté très offensive qui se réaffirme. Le secrétaire général à l'enseignement catholique a proclamé à la fin du mois d'août, sa volonté, ça a été dit dans l'introduction, de permettre aux enseignants, sur le temps de classe, j'insiste sur cet aspect de ce qu'il a évoqué, d'organiser des temps de prière. C'est absolument contraire à la loi Debré, au principe de liberté de conscience des élèves. C'est illégal, mais il a cru pouvoir assumer cette position de façon très forte, puisque c'est au fond la première déclaration qu'il a faite en prenant ses fonctions, lui-même remplaçant M. Delorme, dont probablement le départ est en partie lié à l'affaire Bétara, mais à une commission d'enquête qui a aussi révélé comment lui, dans la coulisse, s'opposait de façon extrêmement vive au principe même du contrôle de ces établissements. Nous sommes donc devant un organe, qualifié d'ailleurs de lobby dans certaines notes adressées au ministre que nous avons saisi, extrêmement offensif, qui ne fait pas de la question du droit des élèves, du droit des enfants, le centre manifestement de sa préoccupation. Alors face à ça, moi je considère qu'il faut une réaction des autorités publiques extrêmement forte, extrêmement vive. Je considère qu'il faut d'abord appliquer la loi Debré telle qu'elle est. Et puisqu'il y a un contrat, puisqu'il y a des clauses dans ce contrat, lorsque ces clauses ne sont pas respectées, il faut rompre des contrats d'association. Il faut cesser de financer des établissements qui n'appliquent pas les programmes, mettent en danger leurs élèves, ne respectent pas la liberté de conscience. Et au-delà, il faudra aller vers, j'appelais tout à l'heure, à une révolution du système de financement public, mais je le dis dans la perspective d'un pilotage public renforcé, assumé de ces établissements privés sous contrat. Je considère, moi, et j'ai déposé une proposition de loi en ce sens, qu'il faudra moduler le financement public des établissements privés sous contrat. Et j'ai proposé d'introduire un malus dans ce financement qui permettrait de diminuer jusqu'à 50% les financements de l'État
et les financements des collectivités territoriales lorsque ces établissements privés sous contrat participent de la ségrégation sociale et scolaire, ne respectent pas le droit des élèves, ne mettent pas en œuvre, par exemple, la campagne de vaccination contre le papillomavirus, etc., etc., etc. Je crois qu'un des enjeux aujourd'hui est d'assumer de remettre en débat cette question du contrat. S'il y a un contrat, s'il y a des clauses à ce contrat, alors des clauses peuvent être ajoutées. Et leur non-respect doit conduire à des sanctions, et notamment à des sanctions financières, car en agissant ainsi, il y a aussi, au-delà du sort des élèves et au-delà de la situation de tel établissement en particulier, la possibilité d'affronter le creusement des inégalités sociales et scolaires dans notre pays, avec des enjeux qui sont des enjeux majeurs, de cohésion sociale, de performance éducative de la nation, notre capacité comme pays, au fond, à faire face aux grands enjeux du futur. Qu'est-ce qui vous paraîtrait prioritaire aujourd'hui? Merci, il y a plein de mesures très techniques, très directes, mais je voudrais dire que ce dont nous avons, à mon sens, le plus besoin, c'est d'un grand débat démocratique et politique sur l'école. Et que notre pays se meurt de l'impossibilité de l'ouvrir. Je suis député depuis 3 ans, je n'ai pas voté une seule loi sur les enjeux éducatifs. Pourtant, il y a par exemple eu une série de contre-réformes du lycée professionnel dans cet intervalle. Il y a eu un certain nombre d'évolutions assez profondes. Et je dirais qu'en matière éducative et en matière d'école privée, de sa place, de son rapport à l'école publique, de son financement, l'urgence, c'est un débat démocratique. Et vous évoquiez un sondage commandé par le CNAL, de l'IFOP. Je suis convaincu, comme d'autres, que les victoires politiques sont précédées de victoires culturelles. Je voudrais quand même vous indiquer que d'après ce sondage, 63% des Français soutiennent aujourd'hui le principe d'un enseignement privé. Ils étaient 71% en 1983. 28% des Français jugent normal que l'État finance l'enseignement privé. Ils étaient 53% en 1983. C'est-à-dire que cette position qui était majoritaire il y a 25 ans est devenue minoritaire, très largement minoritaire. Et je crois que les Français sont en avance de ce point de vue-là et disponibles. Il y a une aspiration dans notre pays à changer de modèle et je dirais que l'urgence, c'est de le permettre par les outils de notre démocratie, notamment parlementaire. Et c'est à quoi j'aspire et je pense qu'une grande loi pour l'école est urgente au vu de l'état général de l'école, de l'état de l'école publique aussi qui est en voie d'effondrement. Bon. Ensuite, s'il fallait répondre sur les enjeux de l'école privée, je dirais ce qui est urgent là, tout de suite maintenant, c'est une impulsion politique au plus haut sommet de l'État, du président de la République en matière de reconnaissance des violences qui se sont commises dans les établissements privés sous contrat, de reconnaissance des victimes, mais aussi du ministre de l'Éducation qui doit assurer à chacun des fonctionnaires de son ministère, des recteurs aux enseignants, d'un soutien plein et entier dès lors qu'ils et elles s'engagent à, au fond, appliquer la loi telle qu'elle est écrite aujourd'hui. J'aspire à de profondes évolutions législatives. Mais le cadre législatif actuel, la loi Debré, le Code de l'éducation, permettrait d'agir très directement, très efficacement, à la condition d'une volonté politique, de la formation des personnels, d'un soutien assumé à chacun des niveaux. C'est de ça dont nous avons, je crois, absolument besoin. Mais au fond, en disant ça, je renvoie à la grande question politique. Voilà. Alors j'ai engagé un dialogue avec le nouveau ministre de l'Éducation, puisque je l'ai interrogé en commission des affaires culturelles il y a une dizaine de jours sur les déclarations du secrétaire général à l'enseignement catholique. Et je dois vous dire que j'ai été étonné, mais il a répondu très clairement et très fermement en indiquant que les déclarations sur les temps de prière en classe étaient inacceptables et qu'il le rappellerait à l'occasion de sa rencontre avec le nouveau secrétaire général de l'enseignement catholique. Que par ailleurs, je vous le dis, j'ai engagé avec ma collègue Violette Spielbout la rédaction d'une proposition de loi et je verrai le ministre de l'Éducation dans quelques jours pour discuter avec lui de la façon dont lui perçoit ces enjeux. Pas du tout de mon bord politique, le ministre de l'Éducation, mais nous avons eu un échange avec son cabinet il y a quelques jours et nous verrons, mais la question de la mixité sociale est venue dans l'échange, la question du contrat d'association est venue dans l'échange, la question de la rupture éventuelle du contrat d'association est venue dans l'échange. Voilà les chantiers qu'il faut d'urgence ouvrir et qu'il faut conduire jusqu'à leur terme. Voilà, c'est des questions qu'on a souvent évoquées, beaucoup questionnées. Je crois que maintenant il faut, je l'ai dit, une grande loi et une grande loi qui pose aussi la question de la place de l'école privée.